Bien, les cigales font du bruit derrière moi. Je suis ravi de recevoir sur le plateau de la tribune avec César Armand, le président d'Euronext, Stéphane Boujnah. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Laurent Saint-Martin, le directeur général de Business France. Bonjour. Bonjour. Laurent, je crois que vous vous connaissez bien tous les deux. On va peut-être vous parler un peu de la situation économique que nous traversons en ce moment. Il y a un élément d'incertitude avec les élections qui vont avoir lieu demain. On a titré la tribune hier, l'économie et les marchés suspendent leur vol. On a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont exagérées, Stéphane Boujnah? Est-ce que vous qui suivez les marchés et qui les regardez de près et qui avez cette vision peut-être aussi longue de l'histoire, vous êtes inquiet sur la réaction que pourraient avoir les marchés à l'issue des élections? Bon, d'abord, il faut s'arrêter 2 minutes pour définir ce qu'on appelle les marchés. Parce que les marchés, comme ça, c'est un concept assez vaporeux. Il y a 2 groupes de gens sur la planète qui sont concernés. Ceux qui achètent la dette française, parce que comme vous le savez, on dépense 58% du PIB sous forme d'intervention publique, services publics, transferts sociaux. Et pour payer tout ça, on prélève 47-48% de la richesse publique sous forme de prélèvement obligatoire. Et la jointure, c'est l'impôt. Donc on emprunte au reste du monde l'argent qu'on redistribue. Donc ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est une seule chose, c'est notre capacité à rembourser l'argent qu'ils nous prêtent. Et puis il y a une autre catégorie de gens sur la planète qui contribuent au marché, c'est ceux qui achètent les fonds propres des entreprises européennes et singulièrement françaises. Ceux qui achètent les actions des sociétés françaises. Et eux, ils regardent la performance de ces sociétés et ils regardent leurs perspectives de croissance en fonction de ce que les incertitudes françaises ont un impact ou pas sur la performance de ces boîtes. Donc, pour ces gens-là, le monde a changé entre vendredi soir dernier et lundi matin. Depuis lundi matin, ils savent que le projet d'une des forces politiques qui se présentait aux élections ne sera pas vainqueur. Et donc, le programme qui consistait à injecter 6% de PIB de plus de dépenses publiques n'arrivera pas. Et donc, ça leur apparaît comme étant une incertitude qui est levée. Et il n'en reste plus que 2. Soit une force politique de fermeture avec 3% de dépenses publiques en plus du PIB prend le pouvoir avec une majorité absolue. Soit nous avons ce que les Anglais appellent un hung parliament, une majorité improbable, incertaine, indéfinie. Et c'est un monde auquel ils sont plus ou moins habitués, en tout cas formellement, conceptuellement, parce qu'ils l'ont vu aux Pays-Bas, ils l'ont vu en Belgique, ils l'ont vu. On a l'habitude en Europe de faire des coalitions. Voilà. Mais pas en France. Mais pas en France. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les marchés tels que je viens de les définir, ils pensent que la probabilité que le gouvernement, l'État français, la République leur rembourse l'argent qu'ils nous prêtent dans 5 à 10 ans ne devrait pas être significativement détériorée dans les 2 cas. Et ils pensent, surtout dans le cas d'un hung parliament. En revanche, il y a un moment où ils vont vouloir voir quelles sont la contamination de l'appareil productif par l'instabilité sociale, si elle devait exister. Il y a un scénario qui est plus porteur d'instabilité sociale, de violence, de tension, de grève que l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui se passera lundi matin est fondamental. Ce que regardent les investisseurs, c'est l'instabilité politique. Laurent Saint-Martin, on a beaucoup eu l'habitude de dire « Choose France », ça marche bien, on est vraiment dans une tendance longue, transformation de l'image de l'économie française. Est-ce qu'on est à un moment de bascule sur Choose France? Certains disent « Choose France va être remplacé par Why France ». Non, là, je crois aussi qu'il faut distinguer 2 typologies. Il y a les corporates qui se sont engagés à investir, notamment lors du dernier sommet de Choose France, qui date seulement de 6 semaines. C'était le 13 mai dernier, 15 milliards d'euros d'investissement annoncés, 56 projets nouveaux, 10 000 emplois créés ou maintenus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Business France, on les suit tous de très près. Aucun, strictement aucun, aujourd'hui ne remet en question son investissement annoncé il y a 6 semaines. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la prospective. Il y a les futurs projets que l'on va aller chercher à l'international. Et là, on rejoint dans l'inquiétude ou plutôt l'interrogation des corporates exactement les mêmes problématiques que Stéphane a évoquées, à savoir une sorte d'évacuation d'un risque fiscal majeur depuis lundi matin. Ça, c'est très important et ça nous est fortement répété. Et puis, une forme d'attentisme, mais qui n'est pas forcément problématique à court terme, à partir du moment où il peut y avoir des réponses dans les prochains mois sur la continuité de la politique d'attractivité de la France, qui, je le rappelle, dans notre pays, est quand même fortement portée
par l'action du président de la République, qui lui reste président jusqu'à 2027. Pour vous deux, ça vous paraît évident, mais il faut quand même aussi rappeler à nos interlocuteurs étrangers régulièrement que des élections générales en France ne remplacent pas le président de la République, qui est quand même le chef de l'État. Et sur la politique d'attractivité, en particulier, et donc aussi sur les moments comme le sommet de Choose France, ça reste. Dit autrement, il y aura un Choose France 2025 qui s'appellera bien Choose France 2025, mais dans un nouveau contexte politique national. César Armand. Nouveau contexte politique national, vous dites, vous parlez, vous nous rappelez qu'il faut parler aux investisseurs étrangers, mais il faut aussi parler au reste des Français qui ne sont pas forcément dans les cœurs des villes et qui vous connaissent par cœur tous les deux. Je discutais récemment avec Aziz Seni, qui est président de l'association Quartier d'affaires, qui regroupe plein d'entrepreneurs dans les quartiers qu'on appelle pudiquement politique de la ville, et qui me disait, à quand un Choose banlieue? Si tu vois Laurent Saint-Martin, parle-lui en. Donc, alors, à quand un Choose banlieue, et d'autre part, à quand un Choose périurbain qui a voté massivement pour le RN? Bonne question, c'est peut-être une des réponses à la crise que nous traversons. Oui, alors d'abord, il y a des réponses sur les QPV. Dans le plan Oser l'export, on fait notamment beaucoup plus d'attractivité des outils, notamment pour les jeunes que sont le VIE. Hein, donc le volontariat international en entreprise. Aujourd'hui, le gouvernement subventionne fortement le fait que ce soit ces jeunes-là qui puissent en bénéficier. On travaille avec d'autres associations que celles que vous avez citées. Je pense à Mosaïque Garage, je pense à NQT, je pense à Sport dans la ville, qui nous permettent justement d'aller mieux faire connaître ces outils-là. En revanche, vous pointez à travers le Choose banlieue, pour reprendre votre expression, la nécessité de valoriser l'entrepreneuriat, ce qui est encore autre chose. Et là, effectivement, avec d'autres associations comme les Déterminés, on fait des missions à l'international pour mieux faire connaître cet entrepreneuriat issu des QPV. Vous le savez, j'ai été élu avant à Villeneuve-Saint-Georges. Je sais les talents qu'il y a justement dans ces quartiers-là. Oui, pour les faire davantage connaître. Et surtout, ils ont un horizon à l'international qui est souvent beaucoup plus court en termes de temps de construction d'entreprise que d'autres entreprises françaises. C'est-à-dire qu'ils ont parce qu'ils ont plus les codes, ou ils ont... Ouais, et un attrait pour le, notamment pour certains. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction. Prenez un exemple, un des plus gros investisseurs dans la place financière de Paris venu des États-Unis, c'est JP Morgan. Ils investissent beaucoup Place Vendôme, mais c'est aussi l'un des plus gros investisseurs dans des programmes d'inclusion en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, ils investissent beaucoup Place Vendôme et beaucoup dans le 9-3. Donc je crois qu'il ne faut pas penser en termes exclusifs. Quand il y a plus d'opportunités sur un territoire dans l'Île-de-France, c'est plus d'opportunités pour tout le monde. Par contre, c'est vrai, il faut des politiques pour connecter les talents avec les opportunités, parce que les talents sont répartis partout, les opportunités ne sont pas réparties de manière homogène, et donc il faut bien une action politique pour connecter les opportunités avec les talents et les talents avec les opportunités. Mais je crois qu'il ne faut pas considérer qu'il y a un effet ni d'éviction, ni d'exclusion avec ces politiques d'investissement étranger qui ont été aussi réussies. Puis il y a une autre chose qui me paraît très importante, qui devrait rassurer le reste du monde, c'est qu'en fait, ces politiques de l'attractivité dont on parle, elles voient leur paroxysme depuis 2017. Elles avaient été assez fortement amplifiées dès 2014 avec le gouvernement d'Emmanuel Valls. Elles étaient très présentes avant 2012 dans l'action de l'administration de Nicolas Sarkozy. Et même certains aspects comme le crédit d'impôt recherche, qui sont très structurants, avaient été vraiment passés à l'échelle sous l'influence de Laurent Fabius, ministre des Finances. Donc, en fait, la politique de l'attractivité en France, c'est comme la politique de la sécurité routière. C'est quelque chose qui, en réalité, a survécu plusieurs alternances et qui est assez profond et qui produit des effets sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Et on est en train ici de modifier. Encore une fois, la stabilité fiscale particulièrement forte depuis 2017, les mesures structurelles sur le coût du travail depuis 2014, 2017, les ordonnances de Mme Pénicaud, etc., sont des choses très importantes. Mais il faut considérer ce qui a fait de ces politiques de l'attractivité quelque chose de très puissant, c'est leur continuité et le fait qu'à part la parenthèse 2012-2014, elles ont été incroyablement constantes. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait une énergie politique disproportionnée pour remettre en cause ce qu'elles ont produit. C'est acquis. Laurent Saint-Martin. Oui, même si sur le sujet de la fiscalité, ça peut aller très vite dans l'autre sens, néanmoins. Ce que dit Stéphane est très juste, il y a eu une continuité nonobstant 2012-2014. Après, en 2017-2018, c'est quand même le pacte de fiscalité de 33% d'IS à 25%, plus la flat tax, plus les ordonnances pédicaux, ensemble, qui ont fait
fait un choc d'attractivité quand même et qui ont commencé justement avec les premiers Choose France à faire Oui, qu'on mais est ça, le premier beaucoup pays européen. d'entreprises se posent la question de la mais- pérennité de ce choix. Hein. Mais donc, ça reste quand même, par définition, fragile, puisque, mais même si on l'a dit depuis lundi dernier, le risque est évacué là-dessus, en termes de fiscalité d'entreprise en tout cas, ça peut éventuellement, effectivement, être quelque chose de réversible. Voilà. Et donc, l'attractivité n'est jamais quelque chose d'acquis pour autant, même s'il peut y avoir une continuité dans le long terme. Un mot pour terminer aussi avec Stéphane Boujna, parce que c'est un élément important. Une partie de la solution, c'est l'investissement dans l'avenir. Les marchés financiers européens ne sont pas intégrés, on en parle beaucoup, cette nécessité d'une union des marchés de capitaux, de mobiliser l'épargne au service du projet. C'est le rôle des bourses, dont celle que vous dirigez, comme Euronext. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, malgré le vote qui effectivement européen n'a pas forcément donné une situation très claire, il y a néanmoins toujours une majorité qui est un peu la même que celle d'avant. Donc pour le coup, là, il y a moyen d'agir, que ça pourrait avancer avec les différents États pour faire cette union des marchés. Oui, il y a une volonté extrêmement forte des grands pays qui fabriquent de la finance en Europe, d'ailleurs des petits pays qui fabriquent de la finance en Europe, d'aller beaucoup plus vite sur l'intégration des marchés de capitaux. Le mode d'emploi existe plus ou moins, mais ce qui a manqué pendant longtemps, c'est le portage politique. Il est réel. À Bruxelles, comme vous l'avez dit, les choses sont assez stables en réalité. Bien sûr, il y a une poussée de l'extrême droite, mais elle n'est pas de nature à déstabiliser l'équilibre entre des sociodémocrates, des conservateurs et des libéraux qui sont plus faibles, mais qui vont continuer à être un groupe charnière. Donc le paysage est le même. Madame Ursula von der Leyen devrait piloter à nouveau la Commission. Il y a une forme de continuité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de réorienter l'épargne des Européens vers les fonds propres des entreprises européennes. On subit des ratios prudentiels, des règles de stabilité qui datent de la crise de 2008. En 2008, le problème c'était qu'il y avait trop de risques dans les portefeuilles. En 2024, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de risques dans les portefeuilles. Et donc, il est absolument évident que ce dont on a besoin, c'est de mettre fin aux dispositifs qui atrophient l'investissement dans le risque, et notamment qui orientent l'épargne vers les produits de taux, singulièrement vers les produits de dette publique, de dette des gouvernements, et trouver les outils fiscaux et prudentiels qui permettent de réorienter l'épargne vers les fonds propres des entreprises qui prennent des risques, soit pour financer des projets de transition climatique, soit pour financer des programmes de réarmement pour aider nos amis ukrainiens, soit pour financer des programmes de rattrapage technologique qui nous permettent de limiter le creusement de l'écart avec les États-Unis. Et ça, c'est vraiment uniquement les fonds propres qui financent le risque. Très bien, merci beaucoup Stéphane et Laurent Saint-Martin. Stéphane Boujna et Laurent Saint-Martin d'être venus sur le plateau de la tribune. À très bientôt. Au revoir.